Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Dans cette émission, nous recevons une Lavalloise d'origine tunisienne, Souad Siala, originaire de Sfax, Lavalloise depuis 28 ans. Oui. Bonjour Souad. Bonjour Kadi. Oui. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça va être très plaisant. Voilà. Soit tu viens d'une grande famille phénicienne, hein? Oui, voilà, effectivement. Oui, ça. oui, c'est une histoire très longue. Une histoire très longue. C'était des rois auparavant, mais qui restent très humbles et simples. Puis des commerçants. Aussi, exactement, c'est des grands commerçants, oui, effectivement. Voilà. Oui, effectivement. Okay. Soit tu es à Laval, les gens te connaissent beaucoup, tu es présent à beaucoup d'activités. Oui, j'ai une vie publique très active. Effectivement. Et moi, la question qui me vient d'abord à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait courir Souad Siala? Qu'est-ce qui la motive? Elle carbure à quoi? Okay. Je pense que la meilleure réponse, c'est mon amour envers le public. Moi, j'adore le public. Et il y a quelque chose qui est très important. J'aime le même bien pour les autres autant que pour moi. Donc, moi, je trouve ça, c'est très important. Donc, je pense que c'est initialement ça. D'accord. Donc, ton amour pour les autres. Oui, parce que c'est ça qui me motive. Puis, je pense que je suis une personne qui adore les énergies positives et qui en prend et qui en donne beaucoup. Le sourire aussi, c'est très important pour moi. Ah oui, ça je sais. Le sourire et le thermomètre, ça c'est un proverbe que j'ai créé. Un dicton, on va dire, le sourire est le thermomètre de notre santé. Donc ça permet, la vie a toujours des hauts et des bas, mais quand il y a des énergies positives avec un beau sourire, même si ça va bien, ça va pas bien, il y a toujours du positif dans le mal. C'est comme ça que je vois les choses. Une belle devise. Effectivement. Voilà. Souad, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Québec? Moi, j'aimerais bien la connaître, ton histoire d'immigration. Oh, c'est drôle. Ouais. J'ai jamais prévu de venir ici au Québec. Pour moi, j'étais bien en Tunisie, sincèrement, avec tout ce que je réalisais. J'étais bien, tout le monde m'aimait, j'aimais tout le monde et tout, mais bon, le destin m'a amené à continuer mes études ici, vraiment. Donc, j'avais pas un gros défi pour venir ici. Au début, c'était un petit peu difficile, surtout le froid. Mais les gens, moi, j'adore Laval, Québec, le Canada. Pour moi, c'est mon pays. Oui, puis tu as parlé de ta vie en Tunisie. Je sais que tu as été une grande sportive, une championne. En Tunisie, en France et au Canada. Voilà, effectivement. Même ici, j'ai joué le championnat canadien au volleyball et tout. Après, j'ai dû arrêter parce que mes études et tout, familiales et beaucoup de choses, donc beaucoup de défis. Voilà. Des études en finance, je vois que tu es très active au niveau des marchés boursiers. Moi, je suis comptable agréé, je suis vérificateur en gestion de la formation. Je ne pratique plus en tant que comptable agréé, mais c'est ça mes études. Aussi, je suis spécialiste dans les lois et règlements des marchés boursiers. Je suis en conformité des marchés financiers, des marchés des valeurs mobilières. C'est ça. Donc, puis je fais aussi du développement des affaires à l'international et plein d'autres choses. Voilà. Ouais, beaucoup de facettes autour de Souad, autour de cette énergie positive. Et pendant 28 ans à Laval, tu en as fait profiter les gens autour de toi, beaucoup d'interactions. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a changé au Québec en 28 ans? Est-ce que les choses ont changé au Québec énormément, et à Laval? Vous savez, moi, la première fois quand je suis venue ici, je trouvais ça tellement grand. J'ai dit « waouh !» Et puis, il y avait tellement de gens qui sont partis. Donc, la multiethnie s'installe de plus en plus. Il y a une augmentation dans la démographie. La politique a beaucoup changé aussi. J'ai participé dans l'évolution de la politique d'une façon. Donc, je me rappelle, j'avais fait partie de la création du réseau de femmes indépendantes de Laval. C'était le premier dans l'histoire de Laval. Et ça amène un équilibre dans la politique parce que le statut, je parle au niveau municipal, le statut d'indépendant n'existait presque pas. Et ça a amené un équilibre pour qu'il n'y ait pas juste un parti qui a le pouvoir tout le temps et c'est une personne qui dirige tout. Donc, il y a toute une participation. Aussi, il y a une progression dans la technologie, dans l'agriculture, dans les sciences, dans énormément de secteurs, malgré que le Canada, Laval, Québec ont une jeune histoire. Et ça, les gens,
Les gens, Canada, c'est juste 150 ans. 150 ans, oui, donc, mais le Québec, par exemple, la 400 Tunisie, ans, elle oui. a 3000 ans 3000 ans, c'est ça. Mais l'évolution avec l'histoire, avec le délai d'histoire, vraiment, ce qui se réalise, c'est vraiment... on a le Cosmodome, on a énormément de choses. Et il y a une évolution extraordinaire. Il y a des centres, des parcs scientifiques, etc. Et c'est quelque chose, sincèrement... Qui nous honore, nous, en tant que Lavallois, en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Il y a aussi la progression de la femme. Je suis impliquée avec la table de concertation de Laval en conditions féminines depuis, je pense, depuis 2009, quelque chose comme ça. Il y a énormément d'évolution. Je vois que la femme participe de plus en plus dans la politique, elle est de plus en plus à l'avant. Et bon, quand on est trop près, on ne le voit pas, mais moi, de temps en temps, je fais un recul, puis il y a vraiment l'évolution. Voilà. D'accord. Parlant de Laval, où tu es impliquée, comme tu dis, au niveau de la politique, au niveau des organismes, associations. Tu as été dans une commission scolaire aussi, je pense. J'étais présidente de la commission scolaire, oui, en fait, où l'école Saint-Paul, c'est la plus grande école à Laval. Donc, je l'ai présidée, j'étais vice-présidente, j'étais comme parent, au comité de parents. Donc, pas mal, en fait. Il y a aussi dernièrement, depuis 2 ans, on a travaillé très fort avec un groupe de femmes. Avec la table de concertation. On a un groupe, ce qu'on appelle le CLIAP, et on avait créé le Conseil des Lavalloises, qui est le premier dans l'histoire de Laval. C'était un très beau défi. Mois de mars, ça a été approuvé par le Conseil de ville, et je suis vraiment fière. Et ce qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ceux qui ont fondé ce conseil, on se retire pour laisser les spécialistes à continuer. Donc, on ne veut pas accaparer. Puis ça, je trouve, c'est extraordinaire. Ça nous donne d'autres défis à faire. D'autres défis à relever. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça fait partie, j'imagine, des projets qui te tiennent à cœur à Laval. Oui, effectivement. Tu es aussi présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne. C'est tout récent, depuis novembre 2018. Exactement, voilà. Et tu avais assuré avant les fonctions de vice-présidente développement économique 2015-2016, voilà. À l'international, oui. Exactement. C'est quoi les objectifs de cette chambre-là, Souad? Bon, en fait, la chambre, vous savez, elle est là pour assister les entreprises, que ce soit canadiennes, pour aller vers la Tunisie et le Maghreb, et vice-versa aussi, les intégrer, les assister aussi à comment intégrer un marché, aussi les start-up aussi, leur donner l'occasion de comment les assister à travers, que ce soit nous, que à travers nos partenaires. Ce qui est très important, c'est que ça ne vise pas, parce que quand c'est une chambre mixte, on a tendance à parler juste de 2 pays. Vous savez, il y a quelque chose de spécial, et ça, pour moi, c'est un défi pour moi. C'était important. Elle est canadienne en premier. Donc, même si un Tunisien qui est ici, c'est un Canadien. Donc, et c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est spécial dans notre conseil d'administration, que c'est tout nouveau, il y a plusieurs origines. Il n'y a pas que des Tunisiens. On a des Québécois, on a des Algériens, on a des Français, et puis d'autres. Et c'est extraordinaire. Et on vise le marché tunisien et maghrébin, le marché canadien et le marché local aussi. Donc, et à long terme, peut-être à moyen ou à long terme, je viserai l'Afrique, où c'est un de mes objectifs, effectivement. L'Afrique est un objectif personnel pour toi, hein, effectivement, dans ma profession, dans le développement des affaires, parce qu'un volet que je fais dans ma profession, je fais le développement à l'international, et je trouve qu'il y a un potentiel extraordinaire, que ça mérite beaucoup faire le lien et entre le Canada et l'Afrique. Effectivement. Oui. Mais je favorise Laval. Hein. Moi, je suis très loyale. Je suis lavalloise, effectivement. D'ailleurs, dans les missions commerciales, ça, c'est parmi les projets dont j'ai participé, parce que j'ai déjà été 2015-2016 comme vice-présidente. Il y avait des missions commerciales que j'avais réalisées. C'était une réussite extraordinaire. Tout le monde en signait, dans toute la délégation, dans différents secteurs. Et on l'avait réalisé au Cosmodome ici à Laval. Donc, c'était vraiment beau de faire tout ça entre les planètes. Et ça a été fait on avait fait à Laval, à Montréal et à Granby aussi. Ah, d'accord. Effectivement. À Granby. À Granby aussi, parce que c'est une ville qui est très industrialisée. On continue, on reprend aussi. Moi, je suis en train de... À l'intérieur, vous savez, à l'intérieur de la chambre, je suis en train de faire toute une restructuration. Oui, ça me ramène beaucoup les jeunes. Beaucoup les jeunes. Pour moi, c'est important d'assurer la relève. C'est très important de leur donner l'opportunité de pratiquer leur leadership pour
qui prennent confiance en eux-mêmes et aller au-delà. Ça, c'est un des objectifs qui est très important pour moi. OK. Donc, j'imagine que comme présidente, tu as une vision, toi, des relations entre la Tunisie et le Canada, entre la Tunisie et Laval. Donc, tu parles des jeunes, c'est un des aspects de ta vision comme présidente. Effectivement. C'est quoi les autres, sur quoi tu t'appuies, puis comment tu comptes la mener, cette mission-là? Vous savez, bon, premièrement, moi, la Chambre, j'amène beaucoup de contacts. J'ai énormément de réseaux qui est très large dans différents secteurs. Alors, il est certain... vous savez, moi je dirais que par exemple, juste les jeunes, il suffit juste de les écouter et leur donner l'opportunité de pratiquer leur leadership. Je vous donne un exemple, notre participation à Expo Entrepreneur, où il y avait des jeunes, c'était la première fois qu'ils participaient avec nous. Quand je voyais qu'ils sont à l'aise, ben, je les ai laissés aller. Donc je leur donne l'opportunité de pratiquer leur leadership. Et les jeunes, il y a énormément à découvrir. Et vous savez, j'ai toujours 15 ans, je suis jeune, mais même ceux qui sont beaucoup plus jeunes que nous ont énormément d'idées. Donc il y a... Comme ils apprennent de moi, j'apprends d'eux. Vous voyez, donc... et je pense que c'est important autant développer ici, et surtout aussi, je veux favoriser les cadres dans les entreprises. Ce n'est pas juste les chefs d'entreprise ou les travailleurs autonomes ou les entrepreneurs. Non, il y a aussi les cadres. Parce qu'à l'intérieur d'une entreprise, on peut valoriser nos cadres, aller leur dire, bon, écoutez, voilà ce que cette personne peut apporter. Puis entre le Laval ou le Canada et la Tunisie, c'est quoi les secteurs qui sont maintenant porteurs? Il y a pas mal l'agriculture, il y a la technologie, il y a l'IT, la technologie de l'information, il y a la télécommunication, l'aéronautique, il y a pas mal de secteurs, l'éducation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de la Tunisie parce que le potentiel humain est très, très développé là-bas. À l'international, c'est très bien connu. D'ailleurs, on travaille sur un projet pour que... Il y a des gens qui viennent de la Tunisie pour recruter les meilleurs, etc. D'accord. On est en collaboration avec... Au niveau de la mobilité. Exactement. Voilà. Mais choisir aussi la bonne les gens qualifiés. Exactement, le bon profil. Exactement. Voilà. On revient à ton implication sociale. Moi, je te voyais candidate cette année aux élections provinciales, fédérales. Je me disais, elle est où, Souad? Je ne vois pas d'affiche. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages moi, depuis quelques années, parce qu'il y a des choses, moi, je prépare les choses en silence. Sauf que le fait que j'ai accepté mon mandat en tant que présidente de la Chambre, c'est un défi quand même c'est un gros défi. Je me suis dit, bon, c'était prévu que je me présente au niveau fédéral. Peut-être il y aura d'autres occasions pour me présenter très bientôt. Parce qu'un jour, moi, je veux devenir et députée fédérale et un ministre un jour. D'accord. Oui, j'aime l'ambition. J'aime l'ambition. Je suis que beaucoup de gens qui croient en moi. Je vois comment ma relation avec les gens, avec le public, les gens adorent comment je gagne facilement la confiance des gens, etc. Ça, c'est un atout qui m'amène à aller au-delà. Donc, oui. Puis j'adore la politique. Voilà. Mais on connaît la Souad sportive, la politicienne, celle en finance. Quelle autre facette de ta personnalité on ne connaît pas encore, celle qui reste à découvrir? Vous savez, des fois, souvent, ce que les gens me disent, tu as l'air d'une psychologue. Je suis très proche des gens. Je suis une personne très intuitive, alors je ne sais pas, peut-être il y en a des gens qui me disent pourquoi tu ne fais pas du coaching. Mais bon, moi je trace mes objectifs au fur et à mesure et oui, il y aura, je ne sais pas, il y a tellement de choses à découvrir que moi-même j'ai des choses à découvrir en moi-même avec le temps. D'accord. Oui. Pour finir, Souad, si tu avais un dernier souhait, le pouvoir d'influer sur quelque chose, ce serait quoi? De changer quelque chose dans la vie? Vous savez, moi j'aimerais bien qu'il y aura la paix dans le monde. Sincèrement, je trouve qu'il y a trop de guerres, il y a trop on crée trop de stress. Peut-être c'est ça qui amènerait, quand je parlais de la psychologie, quelque chose comme ça. Moi, je travaille beaucoup sur l'équilibre.
Vous savez, depuis j'avais 4 ans jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur mon équilibre, être une personne très simple, humble et être une reine. Mais on peut propager cette idée-là à travers le monde. Premièrement, on commence par la localité. Puis après ça, au fur et à mesure, maintenant avec les réseaux sociaux, ça se propage facilement. Les gens aiment ce que je suis en train de vendre dans un sens, mais c'est une façon humaine et c'est une façon aussi de calmer les gens parce que de façon générale, il y a trop de stress dans la vie. La vie évolue énormément. Puis, pour moi, la vie est un ensemble d'équilibre. Bon, l'équilibre, trouver le parfait équilibre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Souad. Merci pour cette invitation et de m'avoir permis de parler et avec toi. Oui, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, c'est le 4e salon du bénévolat de Laval. Le samedi 11 mai de 11h à 17h, vous êtes donc conviés au Cosmodome de Laval pour découvrir les organismes lavallois qui sont à la recherche de bénévoles. Alors, exprimez votre implication dans la communauté en devenant bénévole. Pour toute information, contactez Madame Véronica Brisson-Delair au 450-681-6164 au poste 2234 ou encore par courriel communication au singulier à commercial bénévolatlaval.qc.ca. Le 9 mai à 20h, l'humoriste et acteur Mehdi Boussaïdan sera en spectacle solo à la salle André Mathieu à Laval. Avec ce spectacle, dit-on que l'artiste a pour, je cite, ambition d'aller au-delà du rire en abordant des thèmes réfléchis de manière brillante et hilarante. Mehdi Boussaïdan est présenté comme un humoriste de la relève qui a fait partie de plusieurs émissions jeunesse, notamment sur VRAC. Le public a pu apprécier son talent également dans la série Trop, aussi dans le film de Père en flic 2. À Laval, il a fait l'affiche du festival Laval en rire, qui est le premier festival d'humour de Laval, qui a eu lieu à l'automne 2018. Son spectacle s'intitule Demain, et donc il aura lieu à la salle André Mathieu le 9 mai à 20h. Pour toute information et achat de billets, co-motion.ca. Dans la seconde partie de cette émission, nous sommes allés à la rencontre de M. Eddy Toussaint, danseur, chorégraphe, directeur artistique et fondateur du ballet Eddy Toussaint. Donc, bonjour, Monsieur Toussaint. Bonjour. Donc, avec votre troupe ou comme chorégraphe indépendant, vous avez aussi été en Italie, en Australie, en France, en Russie, en République tchèque. Une passion qui vous a mené aux 4 coins du monde, l'histoire de toute une vie, Monsieur Toussaint. C'est vrai, c'est toute une vie, mais elle n'est pas terminée. Non. À 73 ans, je dois dire que je regarde tout ça et des fois, je me pose la question. Est-ce que c'est bien toi qui as fait ça? Et c'est un métier, vous avez parlé de passion. C'est un métier dont on est tant passionné qu'on ne voit pas le temps passer. Des fois, je lis tout ce que j'ai fait et je me dis, mais c'est peut-être pas vrai tout ça, c'est peut-être mon imagination. Non, eh bien, hélas, parce que le corps s'en sent. Même si je danse quand même. Oui, ça a été... J'ai eu beaucoup de chance. De mon Haïti natal, j'ai commencé à chorégraphier. La première compagnie que j'ai fondée s'appelait les Ballets Jazz de Montréal, avec Eva Von Genchi comme co-directrice artistique. Madame Salbin est venue bien après pour s'occuper d'administration. Et j'ai laissé les ballets jazz pour faire le ballet Eddy Toussaint de Montréal. C'est cette compagnie qui m'a rendu célèbre, si je peux me permettre, parce qu'on a vraiment été à travers tout le monde avec cette compagnie. Et ensuite, il y a eu le Sarasota Ballet aux États-Unis que j'ai fondé avec Gino Widener. Donc, j'ai eu un parcours extrêmement chargé, parce que je suis chorégraphe. Ce qu'on a fait, c'est le modèle d'une compagnie professionnelle normale. C'est-à-dire que toute compagnie a une école, n'est-ce pas, qui forme des danseurs pour le répertoire de cette compagnie. Dans notre compagnie, on a
le répertoire classique, bien qu'on n'a jamais fait des grands classiques faute d'argent, mais techniquement, les pas de deux tirés du répertoire sont dansés chez moi. Et aussi ma chorégraphie et chorégraphie d'autres chorégraphes que je crois pensent comme moi. Qu'est-ce que la danse veut dire? Qu'est-ce que la danse doit dire? C'est évident que le Québec a pris, parce que je crois qu'on peut en parler, a pris une orientation extrêmement différente de ce que je pensais. Je suis parti 26 ans et dans les années 70, Montréal était vraiment le New York de la danse. Il y avait les grands ballets canadiens, il y avait Nouvelle Ère, il y avait Place Royale, il y avait Ballet Edith Toussaint, il y avait Ballet Jazz. Donc, c'était vraiment un moment très fort de Montréal. Malheureusement, Mme Chirieff, les grands ballets canadiens, qui pour moi était notre exemple et pas notre raison d'être, mais c'est ce qui était notre fierté. Mme Chirieff est morte. Et ça a beaucoup changé de choses. Moi-même, je suis parti. Eva Van Genchi est morte. Donc, c'est vraiment le côté, je dirais, moderne qui a pris le dessus. Je suis très content quand je suis revenu après 26 ans, de voir que sur le plan administratif, beaucoup de choses ont changé. Mais je dois vous avouer que sur le plan artistique, je reste très perplexe, sauf quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dernièrement. Je veux vous en parler. C'est que j'ai été voir Gisèle des Grands Ballets. Eh bien, c'était les Grands Ballets qu'il y a 30 ans. C'était magnifique, et je tiens à le dire. Une bonne gigue carrée, qu'on le veuille ou non, bravo. Ça, c'est la culture québécoise. Voilà. D'accord. Et on parle de votre culture haïtienne. Vous avez créé plus de 100 œuvres des répertoires des ballets prestigieux, comme vous l'avez dit. Vous avez collaboré avec Annick Bissonnette, Louis Robitaille, Nureyev, Charles Jude, Corne Valika aussi. Mais c'est des moments marquants, j'imagine, de votre vie. Mais est-ce qu'on retrouve un peu de vos racines haïtiennes dans vos œuvres? Absolument. Ma façon d'utiliser la partition, ma façon d'utiliser la musique. Les puristes en ballet m'ont toujours détesté parce qu'au lieu de faire un mouvement lent comme ils ont l'habitude, donc je peux le saccader en 20 points, vous comprenez? Donc, et mes choix musicaux aussi. J'aime les mélodies, j'aime ce qui touche, j'aime l'émotion, j'aime l'amour. Et c'est pas tout le monde qui accepte ça. Vous remarquez, je m'en fous. Mais donc, vous me demandez ça? Oui, parce que, croyez-le ou non, mon éducation a été faite sur le bord d'une fontaine lumineuse, qui était dans le temps, quand j'étais en Haïti, avant de déménager ici à l'âge de 12 ans. Toute famille respectable d'Haïti allait au bicentenaire. On a hérité de l'exposition universelle qu'il y a eu en Haïti. Et il y a cette fontaine lumineuse qui montait ou descendait selon la musique qui était jouée. Alors, de Beethoven à Mozart, en passant par Chopin, enfin, tout le monde y était. Et on est éduqué avec ça. C'est fou, hein? Un détail stupide, mais qui m'a donné cette formation classique et qui me permet en même temps de dire oui, j'ai fait par exemple la Symphonie du Nouveau Monde, mais c'est évident qu'on voit les traces d'Haïti dedans, même si c'est une musique classique. Haïti a formé de grands intellectuels, de grands artistes, des hommes de théâtre, de la danse, de la musique. C'est sûr que c'est un héritage que vous amenez partout, mais est-ce que ça se perpétue en Haïti? Est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner en Haïti puis de voir ce qui s'est passé? Alors, je suis très content d'être retourné en Haïti. Il y a quelqu'un là-bas qui fait un travail magnifique, Régine Morosier, et bien d'autres maintenant. J'ai dansé, mes premiers danseurs ont dansé devant 10 000 personnes. Il y a de cela 3 ans, le jour de l'indépendance d'Haïti, on était à Trois-Rivières, à la place de l'indépendance, il y avait à peu près 10 000 personnes, vraiment. Et à chaque fois qu'il y avait soit un grand écart ou quelque chose, on voyait les habitants. Comme ça. Oh, c'était tellement... Il y avait peur que ça casse. Donc, un moment extraordinaire où je pense que mon travail a
pris une dimension supérieure. Parce que je m'apercevais que mon peuple, non seulement qu'il crève de faim, mais il crève aussi de culture. Il a besoin de ça. Et il y a des gens en Haïti qui essayent. Je dois le Pascal Desrosiers, des gens comme ça, Régine Monrosier, j'en oublie, mais il y en a quelques-uns qui vraiment essaient de faire quelque chose en passant par la danse. Et je l'ai dit, un gros bonne chance, voilà. Donc, on revient au ballet Eddie Toussaint, donc, qui a voyagé partout, vous êtes retourné en Haïti, et vous avez déménagé à Laval, donc, depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, oui. Pourquoi Laval? Laval, la vraie raison, c'est que j'ai vieilli, le trafic et tout ça, pour moi, c'est fini. Et deuxièmement, le plus important, je crois que Laval a besoin d'une compagnie professionnelle, qu'on ne soit pas obligé d'envoyer nos enfants au coin de Saint-Denis et Boulevard-Saint-Joseph pour avoir une éducation sérieuse en danse. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles à Laval, je sais que tout le monde fait de leur mieux, mais on ne peut pas demander à César ce qu'il n'a pas. Vous comprenez? Donc nous, une école professionnelle, je pense que mon nom va aider à ce que les gens me donnent un certain crédit de mes connaissances, j'espère, et tout va bien, la ville nous a reconnus, et on est en train d'établir, n'est-ce pas, avec l'aide du ministère de l'Éducation, un cours pour jeunes qui vont à l'école et aussi qui peuvent continuer le ballet. Et nous prévoyons que dans 5 ans, 6 ans, la compagnie aura que des Lavallois, et c'est ce que je veux. Est-ce que vous envisagez de faire de la danse contemporaine ou ça va être du classique? Non. Okay. Écoutez, c'est très difficile dans le contexte actuel au Québec d'expliquer. Les ballets jazz, il faut bien comprendre. Le modern jazz aux États-Unis a toujours existé. Eva Von Genchi et moi, nous sommes assis ensemble, elle, une ancienne ballerine, et moi qui étais amoureux d'elle sur le plan professionnel, on a mis vraiment ensemble une nouvelle façon de danser qui s'est appelée le ballet jazz. Ça n'existait pas aux États-Unis, ça. Maintenant, ça existe. Mais ça vient du Québec, ça. Qui est l'union, n'est-ce pas, du ballet et du folklore haïtien. Et les gens ne savent pas ça. Maintenant, je peux le dire, je suis encore vivant. Hein? Je suis d'ailleurs le seul vivant des 3. C'est vraiment cette influence d'Haïti à qui je dois ma renommée. Vraiment. Parce que même dans mon ballet, on retrouvait des mouvements de hanches, des mouvements, une attitude fière qui vient d'Haïti, du folklore d'Haïti, est riche, mais riche, d'une richesse incroyable. On a un cours de danse contemporain. Moi, j'aime toute forme de danse, du moment qu'elle a comme base le ballet classique. Je suis très ouvert. Mon école a du jazz, du contemporain, du folklore. Il n'y a pas de problème. Mais la majorité des étudiants, et je suis très content parce qu'on a déjà en 2 ans des produits extraordinaires. Regardez, ici, vous comprenez? Donc, il faut vraiment comprendre, quand je dis classique, je parle de la formation classique. Et quand on l'a, on peut aller hip-hop, on peut aller partout. Et avez-vous des projets spécifiques à Laval, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez réaliser? Oui. Premièrement, la compagnie, qu'elle grandisse un petit peu jusqu'au point où je puisse faire des classiques, comme Gisèle, Le Lac et tout ça. C'est ce qui tient un danseur. On ne peut pas travailler 8 ans là-bas pour aller se rouler par terre. Non. On peut se rouler par terre aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vise vers quelque chose qui est le répertoire classique. Et aussi travailler avec l'orchestre, évidemment. Alors, il faut maintenant que, puisque je suis reconnu par la ville de Laval, quand je dis la compagnie, et je tiens à remercier tous les gens, depuis qu'on est revenu il y a 2 ans, tous les gens bénévoles qui ont tenu la compagnie. Tout seul, je n'aurais pas été capable. Et maintenant, j'ai des gens qui croient, nos salles sont remplies. C'est un nouveau départ. Hein?
sauf qu'à 73 ans, on ne refait plus les mêmes erreurs. Voilà. Puis les prochains spectacles, c'est quand? On a le 5 octobre, c'est le gala annuel de l'année. Et on a aussi le Casse-Noisette chaque année. Et l'année prochaine, on a une autre. On vient de finir la vie d'Edith Piaf. Donc, on va peut-être le reprendre à l'automne, c'est pas sûr. Mais certainement qu'en 2020, on aura beaucoup plus de spectacles.